Oui, au fond, Monsieur Malzoug, oui, au fond. Donc, ouais, vous descendez, c'est mieux. Il y a un micro en bas. Bonjour tout le monde, donc c'est M. Merjouk, enseignant à l'université à la faculté d'économie de Bijaya. Donc je remercie tous les conférenciers pour leur conférence. Donc ma question plus précisément s'adresse à notre collègue de Constantine, donc, qui a présenté l'évolution des centres urbains et son impact sur la consommation des surfaces agricoles. Donc en fait, l'évolution des centres urbains suivent deux processus. Il y a ce qu'on appelle un processus de villes monocentriques, ça veut dire des villes qui connaissent un étalement urbain, et des villes qui suivent ou bien une logique de polycentrique, c'est-à-dire plusieurs villes avec des aménités plus ou moins réparties d'une façon équitable. Donc ma question, quel est à votre avis le mode d'évolution le moins consommateur d'espace agricole? C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable d'y aller vers des villes polycentriques ou bien vers des villes monocentriques, et pourquoi, si c'est possible? Je vous remercie. Un autre intervenant? Oui, Monsieur Belkhairi. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour la clarté de vos communications, mais malheureusement, je n'ai pas assisté les trois premières. J'ai assisté à celle de M. Hamlaoui, que je salue. Donc, on a eu déjà l'occasion de travailler ensemble. Ça me fait vraiment un grand plaisir, à travers un projet de recherche, notamment sur l'huile d'olive. Donc, à travers un cycle de réunions, de conférences, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie, étant donné que vous êtes homme de terrain. Voilà, j'ai une question pour vous. Donc, effectivement, vous avez présenté une communication très intéressante liée à la promotion des zones de montagne et surtout les produits de terroir. Donc, effectivement, ce que vous avez présenté, donc, en disant que les zones montagneuses sont délaissées. Sont délaissées à travers, donc, notamment, il y a plusieurs raisons qui expliquent, c'est-à-dire cette situation. Aujourd'hui, il est important que les pouvoirs publics doivent se pencher sur cet aspect en accordant plus pour la promotion notamment de ces produits de terroir. Donc, à mon avis, il me paraît que c'est-à-dire le rôle de l'État doit être omniprésent pour la promotion de ces zones, notamment pour la promotion surtout du tourisme de montagne. Et encore, il y a la nécessité de la participation, ce qu'on appelle multi-acteurs, c'est-à-dire la concertation et l'implication de tous les acteurs. Donc en commençant par les collectivités, et les associations, pourquoi pas l'université ou bien les institutions de recherche. Et le point le plus important, d'ailleurs c'est une question que je vous adresse, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, pour la promotion de ces zones, il est important pourquoi? Parce que vous avez évoqué le problème de financement. Donc pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un fonds, c'est-à-dire une politique spécifique. D'ailleurs, ce que vous avez présenté à la fin de votre présentation en disant qu'il faut qu'il y ait une politique spécifique, comme se fait ailleurs dans les autres zones. Prenons l'exemple de l'option au plateau sud, le fonds de sud, par exemple. Donc, il y a des fonds qui sont destinés ces fonds-là sont destinés à financer bien développement de ces zones de territoire algérien. Je vous remercie. Oui, madame, oui, allez-y.
Bonjour, merci pour tous les conférenciers. Vous pouvez arracher le micro. Oui. Hein. C'est bon, Bonjour. c'est bon. Oui. Merci pour tous les conférenciers. Merci beaucoup, monsieur. La première question, vous avez parlé sur la sécurité alimentaire des villes, réalité, enjeux citadins. Donc, comment peut-on faire pour l'assurer? La deuxième, c'était sur... deuxième, monsieur de Babi. Oui. C'était sur Wilaya de Constantine. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des formations sur Wilaya de Bijia? Et quelle est la différence entre les deux, s'il est possible? Troisième, monsieur Hamlaoui. Comment peut-on évaluer la culture, ou bien une minute, les produits terroirs dans les zones montagneuses? Et merci. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Merara Amel, étudiante en master de management des établissements hôteliers. Je remercie les conférenciers pour votre présentation. Donc ma question elle est destinée à Monsieur Hamlaoui. Vu votre présentation, vous avez parlé de l'analyse SWOT à titre passage. Donc ma question justement, lors de cette analyse, de cette recherche, est-ce que vous avez essayer à distinguer quels sont les atouts, les opportunités, les menaces de ce village? Merci. Il y a notre ami Mustapha qui veut poser une petite question. Merci, Monsieur le Président. Pour Monsieur... Petite, c'est pas par rapport à l'importance, hein, par rapport à Alors, la formulation de la pour question. la première intervention, j'ai noté l'absence d'indicateurs de mesure de la sécurité alimentaire. Comment vous avez, pour Monsieur Hadibi, absence d'indicateurs de mesure de la sécurité alimentaire des villes. Est-ce que vous avez quelque chose absence d'indicateurs, c'est-à-dire comment vous avez mesuré pour dire que il y a un problème de sécurité alimentaire. Donc c'est pas montré. Pour l'intervention sur Constantine, que j'ai bien apprécié. Ma question, le déclassement des terres agricoles par l'État. Pour le logement, par exemple, n'est-ce pas la recherche de la paix sociale par les programmes? Parce que ça, c'est une décision lourde. C'est l'État qui a décidé de déclasser les terres agricoles. Ça veut dire que c'est le législateur et le décideur. Pour la troisième, tout petite, d'après M. Miradi, en discussion avec un collègue, apparemment il y avait à un moment donné une loi sur les zones montagneuses qui était en gestation, mais qui a été abandonnée par la suite. Est-ce que pour le représentant de la DCA, est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Je vous remercie. Merci, cher ami Mustapha. De mon côté, j'ai 3 questions. Chaque question est adressée à un communicant. Ma première question est adressée à M. Debir. Le cas empirique, par rapport à votre cas empirique, comment les villes peuvent-elles devenir des acteurs clés dans la sécurité alimentaire? Quand on parle d'étalement urbain, d'urbanisation anarchique qui caractérise les villes algériennes, et là vous avez abordé la sécurité alimentaire par rapport à l'étalement urbain. Quelle est la relation d'interaction qui peut exister entre les deux, sachant à l'origine c'est un conflit d'intérêts. On a des urbains, des citadins qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, et d'un autre côté vous parlez de sécurité alimentaire. Comment peut-on concilier entre sécurité alimentaire et étalement urbain? Deuxième question adressée à M. de Bébin concernant le cas empirique de Constantine. Par quel acteur et mécanisme peut-on arbitrer et éviter les conflits d'usage et d'intérêt entre l'agriculture et l'étalement urbain? On est dans la même vision.
Une dernière question adressée à M. Hamlaoui. Donc, M. Hamlaoui, on a eu la chance de travailler avec lui. Donc, c'est un homme de terrain. Et on est très heureux de l'avoir ici parmi nous. Donc, il nous apporte énormément de connaissances concernant le terrain. C'est ce qui manque aux chercheurs. La question est la suivante. Quelle est la place des processus collectifs concertés dans la valorisation durable et intégrée des produits de terroir et dans la valorisation des zones de montagne? Donc, cette valorisation durable et efficiente des zones de montagne exige un processus d'action et de gouvernance qui doit être collectif et concerté. Et quelle est la place des zones rurales algériennes, d'une manière générale, et en particulier les zones rurales à Béjaïa, dans ce processus collectif de concertation et d'intégration dans la prise de décision? Également, une deuxième question, si vous permettez. Il existe en fait un fonds de développement du Sud et un fonds de développement des hauts plateaux. Que pensez-vous de l'existence future d'un fonds de développement de la montagne, sachant qu'il y a énormément de zones de montagne qui sont sous-développées, délaissées, et quel est l'intérêt de la création de ce fonds, si cette création sera tangible un jour, et pourquoi pas? Donc ici, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas répondre question par question, mais de donner des réponses sous forme de synthèse à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Donc on va commencer par M. Adabi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie chers collègues et étudiants pour leurs questions. Donc ma réponse, ça sera s'articuler sur ce schéma qui récapitule tous les problèmes de l'insécurité alimentaire dans les zones urbaines. Comme vous le voyez, donc il y a 3 axes essentiels, il y a un 4e qui s'est ajouté récemment et qui sont envers le premier, c'est l'accès économique aux produits alimentaires, et dans ce cas on parle de problèmes de pouvoir d'achat, donc des revenus et de l'augmentation des prix, donc l'effet inflationniste sur le pouvoir d'achat. Comme vous le savez, il y a un impact négatif sur le pouvoir d'achat. Donc c'est le premier conflit vis-à-vis les ménages aux zones urbaines, surtout par rapport aux gens qui ne travaillent pas ou bien qui sont en chômage, ceux qui ont des salaires irréguliers ou même en retraite. Et il y avait pas mal de reportages sur la chaîne Nahar par rapport au pouvoir d'achat. Donc il y avait des réclamations beaucoup plus vis-à-vis les retraités et ceux qui ont des postes d'emploi qui ne sont pas stables. Ça, c'est par rapport au premier axe de la sécurité alimentaire urbaine, donc c'est l'accès économique. Le deuxième axe, c'est l'accès physique. Et dans ce cas, on parle de perturbation ou bien de l'éloignement des endroits de production par rapport aux villes. À chaque fois, et c'est le cas de Béjaïa, justement, il n'y a pas vraiment de culture, surtout de légumes, dans la région de Béjaïa. Donc à chaque fois, les marchés de gros, ça vient de produits alimentaires, surtout les légumes, des villes ou bien des wilayas qui sont vraiment loin. Le cas de la pomme de terre, donc de l'Oued, Ouedsouf. Le cas de légumes, c'est à Beskra. Donc il y a vraiment un éloignement des endroits de la production des produits alimentaires. Si on parle de la disponibilité encore des produits, on parle de problèmes de disponibilité de produits, ceux qui sont vraiment importés. Donc il y a le problème d'importation, surtout après la chute des prix de pétrole en 2015. Donc il y avait ce qu'on appelle la rationalisation des dépenses. Donc là, l'État a fait une politique de limiter les importations, donc avec la suite ça va poser des problèmes, surtout ces derniers temps avec l'importation de poudre de lait. Le troisième axe, c'est l'axe de l'utilisation, et dans ce cas on parle de problèmes sanitaires vis-à-vis la consommation de produits. Donc il y a
pas un pourcentage important de l'obésité, de problèmes sanitaires, surtout le diabète, l'hypertendu, qui sont qualifiés beaucoup plus à des causes alimentaires. Il y a le quatrième axe qui s'est récemment provoqué, c'est l'axe de la stabilité de tous ces trois axes. Donc si on parle de la stabilité des prix, donc c'est un problème qui est provoqué ces dernières années, donc avec l'augmentation des prix. Si on parle de la stabilité des produits, donc la disponibilité des produits en termes réels, donc il y a un problème de stabilité, récemment avec l'huile de table, avec du lait et d'autres produits. Donc c'est dans ce cadre-là que la sécurité alimentaire est provoquée dans les zones urbaines. Merci. Merci. Je passe la parole directement à M. Dbabir. S'il vous plaît, vous avez 5 minutes. Hein. Bismillah. Donc, je vais essayer de répondre à la question du monsieur qui a parlé des modèles. Est-ce que le modèle polycentrique ou le modèle monocentrique, c'est le mieux pour éviter cette problématique d'étalement sur les terres agricoles? Donc, je dis que cette configuration spatiale de l'extension des villes n'a pas vraiment un effet sur la problématique de l'étalement urbain, parce que le système dans le domaine de l'urbanisme, donc système monocentrique ou polycentrique, ça concerne le fonctionnement de la ville, c'est-à-dire l'implantation des éléments centraux ou des équipements à l'échelle d'un territoire. Donc, si on suit par exemple à la lettre le modèle monocentrique, je dis bien sûr que le modèle monocentrique est le plus adapté pour éviter cet étalement en tache d'huile et anarchique et fragmenté de la ville, parce que le modèle monocentrique, donc, il insiste sur la densité de l'extension de la ville. Donc, c'est une question de choix d'implantation de cette extension urbaine. On peut opter pour le modèle monocentrique tout en évitant l'étalement urbain, comme on peut opter pour le modèle polycentrique tout en évitant cette problématique d'étalement sur les terres agricoles. Donc, c'est une question de choix d'implantation. C'est par rapport à la nature agronomique des terres qu'on va urbaniser. Donc, par rapport à la deuxième question, je dirais que le déclassement, c'est vrai, le déclassement des terres agricoles, donc c'est une décision politique. C'est vrai. Par exemple, le cas de Constantine et le cas donc les collectivités locales à l'échelle de la wilaya de Constantine ont été obligés de trouver une assiette foncière pour concrétiser le programme de logement affecté à la wilaya de Constantine. Comme j'ai dit tout à l'heure, la wilaya de Constantine, dans sa majorité, est constituée de terres de bonne qualité agronomique. Donc les collectivités locales trouvent la difficulté de trouver des terrains adapté pour l'urbanisation. C'est pour ça il opte pour le déclassement des terres pour trouver des assiettes foncières pour ces programmes de logement. Bien sûr, l'un des éléments qui pousse vers cette décision, bien sûr, c'est la pression sociale, c'est le besoin chronique en logement qui pousse les collectivités locales à prendre ce genre de décision. Et merci. Merci, M. Dbabir. Sans trop tarder, je passe la parole à M. Hamlaoui. Vous avez 5 minutes pour donner une réponse sous forme de synthèse à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Donc, la première question s'adresse à M. le professeur Belkhiri. C'est au sujet des produits de terroir. La question que vous m'avez posée, je pense que c'est le rôle de l'État dans la promotion des produits de terroir.
Oui, le rôle de l'État, c'est vrai, les pouvoirs publics, ils ont consenti beaucoup d'efforts depuis l'indépendance pour l'agriculture de montagne, mais elle reste toujours insuffisante. Elle reste insuffisante. Donc le rôle de l'État, c'est de consolider ces zones marginalisées, 750 communes au niveau national. Le bled, c'est la montagne, l'Algérie montagneuse. Donc la consolidation, c'est par une politique de montagne, une politique spécifique de montagne pour une meilleure gouvernance des zones montagneuses. Là, c'est par le biais d'un soutien financier. Il faut soutenir l'agriculture pluviale, l'agriculture en sec, comme on soutient l'agriculture intensive de Ouadsouf, de Bessekra et du Sud. Mais l'agriculture au Sud, c'est l'agriculture intensive. Et là, son rôle pour la sécurité alimentaire, on a besoin de produire pour nourrir 45 millions d'habitants. Mais l'agriculture de montagne aussi, il doit être développée et consolidée pour maintenir les populations au niveau local et pour les intégrer dans un développement territorial, local et national. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Belkhir. La deuxième question. Madame, la question, je ne l'ai pas bien comprise. L'évaluation des produits de terroir en zone montagneuse. Qu'est-ce que vous dites? Un listing ou là, comment? Je ne sais pas. Mais l'évaluation, c'est vrai, le problème d'évaluation en Algérie, dans les politiques publiques tawana, on ne fait pas d'évaluation. On ne fait pas d'évaluation pour les projets. Alors que en politique publique, la construction de politique publique, la réalisation d'un projet, un projet réalisé, il faut évaluer à court terme, évaluer dans le temps long, comme on appelle en sciences sociales, le temps long. C'est comme ça pour avoir, c'est-à-dire une idée et pour évaluer les résultats du projet. Tout ce qui est liste, les produits terroirs existants au niveau des zones montagneuses, j'ai dit tout à l'heure, tous les produits issus de l'agriculture extensive, l'agriculture de montagne, l'agriculture même aussi des hauts plateaux, des zones pluviales. Tous ces produits sont des produits de terroir. Vous prenez le vin Djelfa, vous prenez comment s'appelle la figue sèche de Bnimouch, vous prenez le Arman Gildaman, c'est des produits de terroir, il n'y a pas eu de liste. J'ai pensé que j'ai répondu à votre question. Donc la troisième, la dame avec ça, il s'agit les atouts et les menaces des produits de terroir. Les produits de terroir de qualité ajma'a, c'est des atouts, bien sûr. L'atout wachno, c'est des produits de qualité, produire sain, produire des produits typiques, de forte valeur ajoutée. Les atouts, les produits de terroir et la montagne, c'est un savoir-faire ajma'a. Un savoir-faire dans ces zones qui abritent les produits de terroir. Et l'opportunité, on a des opportunités de marché, le marché national, local et international, avec l'ouverture avec l'OMC. En 2010, ou là, comme ça, l'Algérie pourra travailler là. C'est-à-dire une position très forte, parce que les pays du Maghreb ont produit des produits de très bonne qualité, avec les scandales sanitaires en Europe et tout ça. Avec donc ils ont besoin, les Européens, j'achète pour manger sain, pour manger bon. Je pense que j'ai répondu à ta question. Très bien. La quatrième question, c'est monsieur professeur Mustafa, la question taxe, c'est le sujet, est-ce qu'il y a une loi sur les zones montagneuses? Effectivement, il y a une loi, c'est la loi du 24 juin 2004. C'est un fonds de calamité, un fonds de soutien pour les zones montagneuses. Elle est promulguée, mais elle n'est pas appliquée jusqu'à présent. Elle n'est pas appliquée, ça, c'est les pouvoirs publics. Voilà. Ça ne ressort pas de M. Hamlaoui ou M. Wari ou là. On aimerait bien.
Ça a été mis en place en 2004. Il y avait la politique à l'État, le Pendia, le Pendar. Il y a tous les outils qui viennent avec. Galek, la montagne, on doit créer une loi. C'est bien, ils l'ont créé. Manhar Hadak, ma tbqouhaj. C'est une bonne loi? Oui, c'est une bonne loi. C'est une bonne loi, c'est-à-dire il y a même aussi, parce que l'agriculture en général en Algérie, un point faible, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui n'assurent pas le risque agricole. Le risque assurance, risque agricole. Alors je préfère assurer le risque le فلاح ما نعطيلوش l'investissement, ما نعطيلوش la subvention. Le risque agricole, c'est quoi جماعة؟ عندك تراب, عندك شجرة, عندك الآخر tu as une sécheresse, عندك un problème de maladie, de ravageur ou là comme ça. Il y a l'expertise locale, on fait des évaluations. قال عندك par exemple 100 millions de dégâts de rembourse. Le remboursement avec, c'est la formule espagnole. La formule espagnole, l'assurance risque climatique ou agricole. قال الفلاح il assure عند une boîte d'assurance كيما هنا في الجزائر par exemple يروح la Sérima. La Sérima rembourse les dégâts والدولة parce que الفلاح هذا quand il a un problème il يعيش toute l'année. Ils lui font un revenu. L'État lui donne 50% تاع آخرين باش revenir باش pour se maintenir. يزم يعيش. Voilà. Sinon, les subventions, comme ça, je suis contre, je suis subdivisionnaire. J'ai appliqué toutes les politiques agricoles. Mais l'office de mise en valeur 90, et le Pendia ou le Pendar, la politique de renouveau rural, moi je dis ce que je pense, la subvention ou la mise en valeur des terres, ça ne marche pas, l'Algérie, le pouvoir public, débourse des milliards de dinars et on se retrouve toujours à la case de départ. Donc, si en termes de politique agricole, j'allais faire mon thème sur ça. Je me suis dit que c'est un peu, ça demande de la réflexion, des débats et tout ça. Prochainement, Inch'Allah, voilà, si vous organisez voilà, comme ça, on va discuter de ça. Très bien. Donc, j'ai ma 5e question de monsieur professeur Ouari. Galé, quelle est la place des produits terroirs en zone de montagne et leur valorisation? Et vous savez bien, la montagne, la montagne, le pilier Taha, c'est les produits de terroir. Alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, les produits ados, c'est une opportunité pour les valoriser et pour tirer profit de ces produits de qualité qui ont une forte valeur ajoutée, qui ont ils donnent l'image aussi, parce que quand on parle de produits terroirs, ce n'est pas agricole. Produits terroirs, c'est l'image. Ils donnent l'image de la zone, l'image de la région, et promouvoir la zone. Et promouvoir la zone. Très bien. Donc, c'est en matière de gouvernance, en gouvernance locale, les pouvoirs publics, la question des zones montagneuses, c'est crucial de les développer, de créer un fonds ou une politique, pourquoi pas, de montagne. Pour les développer, il faut un processus participatif, c'est-à-dire les filières hado, les produits terroirs, il faut qu'ils soient intégrés. Il faut qu'ils soient intégrés dans un processus d'acteurs. Et donc, une synergie avec soit nos chercheurs, nos techniciens, le fellahin et tout ça. On va créer notre réseau, Adjma. Alhamdoulilah, comme Sahara, ça me fait plaisir. On va créer notre réseau, donc on va aller de l'avant. Donc, je pense, voilà aussi, donc ça va créer une opportunité, Adjma, de marché. Le marché, parce que on dit un produit terroir, voilà. J'ai un objectif, le marché beaucoup plus, parce qu'il va rapporter. Le marché, soit comme marché local, le souk, là comme on dit, marché régional, marché national et marché international, parce qu'il y a une demande accrue, le monde entier, les produits de terroir, notamment les produits de terroir maghrébins. Et l'Algérie, en première position, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie, mesdames, messieurs, mes amis professeurs. Yatikum ça.
Barakallah. Donc voilà, on va clore cet atelier. Je remercie les communicants pour la qualité de leur présentation. Je remercie également l'audience pour sa patience et la qualité des interventions et des questions. On peut continuer les débats après. Hein. Vous voulez intervenir, M. Haddad? Oui. Merci. Donc, je tiens à me présenter tout d'abord. Moussa Haddad, directeur du Parc national Gouraya. En ce qui concerne la loi 0403, donc relative à la protection des zones de montagne dans le cadre du développement durable. La loi 0403. 0403. 0503. Non, 0403. Relative à. C'est la loi qui a pris en charge la création du Conseil national. Le Conseil national qui prend en charge donc, le fonds des zones de montagne. Au début, il y a eu plusieurs ateliers et séminaires. Donc pour réserver un fonds, c'est pour discuter d'un fonds qui va être réservé aux zones de montagne. Malheureusement, à la fin des ateliers, ils ont déduit qu'ils doivent définir c'est quoi une zone de montagne. C'est vrai, Malish. Il y a eu plusieurs ateliers, presque une année au plus. Il y a eu plusieurs séminaires et à la fin, il y avait des conflits entre les représentants des différents départements ministériels et différentes wilayas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la wilaya de Béjaïa, il y a eu la proposition des communes côtières. Ils ont omis quelques régions telles que Akfadou, Adkar, les zones réellement zones montagneuses. D'ailleurs, mon collègue, le directeur de l'ECD, il vient de me confirmer qu'il y a eu l'apparition dernièrement de quelque chose, un texte ou une loi, je ne sais pas, sur le journal officiel qui détermine quelles sont les zones de montagne à l'échelle nationale. Ils ont donc déterminé et précisé quelles sont toutes les zones de montagne à l'échelle nationale. Merci, M. Haddad, pour ces précieuses précisions. Donc, on va faire une petite pause. Et ensuite, on va revenir au niveau de l'auditorium pour clôturer